ma famille m'a tendu une embuscade pour que je continue de payer le loyer de mon frère. Tu dois le faire, Rosie. Tu as co-signé le bail. J'ai sorti un classeur noir et j'ai dit, vous voulez parler du bail que je viens de faire résilier? Ou de l'entreprise dont j'ai prouvé qu'elle est fausse? Au moment où mes parents ont vu la preuve. Mon frère m'a traité de raté solitaire lors de notre dîner de famille et mes parents ont ri. Ils ont trouvé cela hilarant jusqu'à ce que je souris et lui rappelle que les ratés comme moi payaient son loyer depuis 3 ans. Et puis j'ai tendu un piège qui a démantelé toute sa vie. C'est ici que l'histoire commence vraiment. Et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour voir la suite jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Le rôti de bœuf était sec. C'était le 3e dimanche du mois, ce qui signifiait dîner chez mes parents, et le rôti de bœuf était toujours sec. J'avais 42 ans, j'étais la pharmacienne en chef de l'hôpital Saint-Jude. Et pourtant, chaque 3e dimanche, je redevenais la jeune fille de 16 ans que j'étais, me préparant à l'impact. Je venais de terminer une garde de 12 heures, les os de mes pieds me faisaient mal, et l'odeur des solutions stériles s'accrochait encore à ma blouse, que j'avais enlevée dans le vestiaire de l'hôpital. J'étais fatigué. J'étais stressé par le déploiement d'un nouveau formulaire. Et j'étais, comme ma famille aimait à le souligner, perpétuellement célibataire. Nous étions en train de débarrasser les assiettes du plat principal lorsque ma mère, Hélène, a commencé. Nous avons vu Diane Miller au supermarché. Rosie, sa fille, tu te souviens, celle qui avait 1 an de moins que toi? Elle attend son 3e, un garçon cette fois. N'est-ce pas merveilleux? J'ai offert un sourire crispé. C'est super, maman. J'ai commencé à empiler les assiettes, le grincement de la porcelaine me crispant les dents. Elle a demandé de tes nouvelles. Bien sûr, a renchéri mon père, Marc, depuis son fauteuil où il s'était déjà retiré avec son journal. Nous lui avons dit que tu étais occupé avec l'hôpital. Je suis occupé, ai-je dit, ma voix plus plate que je ne l'aurais voulu. Nous lançons un nouveau protocole d'oncologie. C'est une entreprise colossale. C'est ça. C'est ça. Tes protocoles, a dit mon frère Léo avec un geste dédaigneux de la main. Il se prélassait à table, faisant défiler son téléphone, sans avoir levé le petit doigt pour aider. À 38 ans, Léo possédait toujours le charisme paresseux et immérité qu'il avait porté toute sa vie. Il était designer graphique indépendant et consultant en images de marque, un titre si vague qu'il en était vide de sens. C'est un travail important, Léo, ai-je dit en attrapant son assiette, encore à moitié pleine du rôti sec dont il s'était plaint. Bien sûr, Serette, toutes ces petites pilules. Très important. Il a verrouillé son téléphone et m'a jeté un regard que je ne connaissais que trop bien. Un mélange de pitié et de condescendance. Tu sais, je disais justement à maman et papa que je pense faire un voyage à Bali le mois prochain. J'ai besoin de recharger les batteries créatives. J'ai rencontré cet incroyable influenceur de marque qui dit que le réseautage là-bas est dément. Bali? Comment peux-tu te permettre? Ma mère m'a coupé. Sa voix était vive et sur la défensive. Oh, c'est pour son travail, Rosie. Tu sais à quel point la synergie est importante. La synergie, le mot préféré de mon frère. Cela signifiait que d'autres personnes payaient pour sa vie. J'ai juste hoché la tête, la mâchoire douloureuse à force de la serrer. Je me suis tourné vers la cuisine, les épaules affaissées. Je voulais juste rentrer chez moi, mettre la bouilloire en marche et me plonger dans un bain jusqu'à ce que ma peau se fripe. Je ne voulais pas de cette dispute. Pas ce soir. Mais Léo n'avait pas fini. Il s'est levé, s'est étiré comme un chat et s'est approché pour me tapoter l'épaule. Sa main semblait lourde et condescendante. Ce n'est pas grave, Rosie, a-t-il dit, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Je me suis figé, le dos tourné vers lui. Je sentais les yeux de mes parents sur moi. Je sentais leur accord silencieux et souriant. Je me suis retourné lentement. Je ne trouve pas mon travail ennuyeux, Léo. Il a gloussé, un son doux et léger qui a irrité mon dernier nerf. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte, croisant les bras. Non, mais ce n'est pas vraiment une vie, n'est-ce pas? Tout travail, pas de plaisir. Toujours célibataire, hein? Il a regardé nos parents, qui nous observaient tous les deux avec des sourires amusés.
Ça doit être solitaire, d'être une ratée et tout. Le mot a résonné dans le silence soudain. Ratée. Mon père, Marc, un professeur d'histoire à la retraite qui avait toujours valorisé l'image plus que la substance, a laissé échapper un petit rire sec et bref. Allons, Léo, sois gentil. Ma mère, Hélène, l'éternelle complice, a juste ricané, cachant son sourire derrière sa main. Oh, vous deux. Leur rire a été l'allumette. Les années de ressentiment calme et constant, de payer pour mon propre doctorat pendant qu'il subventionnait le style de vie artistique de Léo, d'acheter mon propre appartement pendant qu'il co-signait son loft branché, de venir à ses dîners uniquement pour être érodé. Morceau par morceau, tout s'est enflammé. L'épuisement de ma garde a disparu, remplacé par une clarté froide et cristalline. J'ai regardé mon frère, son visage suffisant et beau, le visage que mes parents adoraient. J'ai regardé mes parents, leur visage ridé d'amusement à mes dépens. J'ai souri. C'était un petit sourire serré, celui que j'utilisais quand un médecin essayait de prescrire une contre-indication dangereuse. Une ratée, ai-je répété, ma voix calme, coupant le reste de leur rire. C'est drôle. Drôle venant d'un gars dont je paie le loyer depuis 3 ans. La pièce est devenue complètement silencieuse. La couleur a quitté le visage de Léo. Les sourires de mes parents se sont figés, leurs yeux s'écarquillant d'horreur, non pas envers lui, mais envers moi. Rosie, a sifflé ma mère, sa voix un avertissement aigu. J'ai soutenu le regard de mon frère. La panique montait maintenant dans ses yeux, le charme paresseux s'évaporant. Quoi, a-t-il balbutié. De quoi tu? Le loft. Ton espace créatif. 2400 € par mois pendant 36 mois. Ça fait 86 400 €, Léo, j'ai gardé ma voix égale, précise, comme si je dosais un médicament critique. Je suis la ratée qui a signé les chèques pour que tu puisses jouer au consultant en images de marque et planifier des voyages à Bali. Je me suis retourné, tenant toujours la pile d'assiettes sales. Je suis entré dans la cuisine et je les ai posées avec un claquement ferme et définitif dans l'évier. Je me suis retourné vers eux trois, tous figés dans un tableau parfait et horrifiés. Et au fait, ai-je ajouté en attrapant mon sac à main sur le comptoir. Plus maintenant. Le silence qui a suivi était absolu. C'était le son d'une dynastie, aussi petite et pathétique soit-elle, qui commençait à s'effondrer. La trahison, ai-je réalisé en sortant par la porte d'entrée, n'était pas seulement la sienne. C'était la leur, et j'en avais fini de payer pour ça. Le trajet de retour à la maison a été un flou de lampadaires et d'adrénaline. Je n'ai pas allumé la radio. Le silence dans ma voiture était un soulagement, un baume contre le bourdonnement dans mes oreilles. Au moment où je suis entré dans mon propre appartement, propre, calme et entièrement payé par moi, mon téléphone vibrait déjà sur le comptoir de la cuisine. L'identifiant de l'appelant clignotait. Maman. Je l'ai fixé. Il a vibré une fois, 2 fois, une 3e fois. Je l'ai regardé vibrer jusqu'à tomber du granit sur le sol avec un bruit sourd. Je n'ai pas bronché. Je l'ai calmement enjambé, je suis allé dans ma chambre et j'ai enfilé mon vieux pyjama préféré. Ce n'est que lorsque j'étais assise sur mon canapé, une tasse de tisane à la camomille me réchauffant les mains, que j'ai récupéré le téléphone. 14 appels manqués. 6 de maman, 5 de papa et 3 de Léo. Et les textos. Oh, les textos. Maman, tu dois m'appeler tout de suite. Maman, Rosaliane, c'est la chose la plus cruelle que je t'ai jamais vue faire. Maman, tu as humilié ton frère. Papa, ta mère est hystérique. Tu dois t'excuser auprès de Léo. Léo, espèce de psychopathe. Tu as tout gâché. Appelle-moi. Léo, je n'arrive pas à y croire, après tout ce que j'essaie de construire. Maman, nous arrivons. Mon cœur s'est emballé à ce dernier. Je me suis levé et je suis allé à ma porte d'entrée, j'ai fait glisser le pen dormant et, pour faire bonne mesure, la chaîne de sécurité. Je suis allé à l'interphone près de la porte. Bien sûr, 10 minutes plus tard, la sonnette a retenti, stridente et en colère. J'ai appuyé sur le bouton de conversation. Oui. Rosie. Rosie, laisse-nous entrer. Il gèle ici. La voix de ma mère était mince et stridente à travers le haut-parleur. Je ne reçois personne ce soir, maman. Je suis fatigué. Je sors d'une garde de 12 heures.
Ne sois pas ridicule. Tu ne peux pas simplement lâcher une bombe comme ça et te cacher. Ton frère est dévasté. Vraiment? Ai-je demandé, ma voix aussi calme que l'acier dans ma main. Ou est-il juste dévasté que son voyage gratuit soit terminé? Vous devriez rentrer chez vous, tous les trois. J'ai entendu la voix étouffée de mon père. Elle est impossible, Hélène. Juste impossible. La sonnette a retenti encore et encore. Un piquetage frénétique et désespéré. J'ai lâché le bouton de conversation et je me suis éloigné. Je me suis rassise sur mon canapé, j'ai siroté ma tisane et je les ai écoutés sonner pendant encore 5 minutes avant que le silence du hall ne signale leur défaite. J'aurais dû me sentir coupable. J'aurais dû avoir honte. Pendant mes 42 ans, mon rôle dans la famille a été celui de stabilisateur. J'étais la bonne, la calme, la fiable. Rosie la pharmacienne. Fiable, prévisible, celle qui ne faisait jamais de vagues. Celle qui a obtenu son doctorat, travaillé 60 heures par semaine et envoyé des notes de remerciement polies. Léo était le rêveur. C'était celui qui avait le droit d'échouer vers le haut, de faire des dégâts que moi ou mes parents étions censés nettoyer. Mes parents, tous deux retraités de carrière modeste, vivaient dans un monde où le potentiel de Léo était un atout plus précieux que ma réalité ennuyeuse. Ils voyaient sa paresse comme une contemplation créative et ma discipline comme un manque d'imagination. Et je les avais laissés faire. Pendant des années, je les avais laissés faire. Il y a 3 ans, Léo était sur le point d'être expulsé de son loft branché. Il était venu me voir, plein de charme et de panique. Je suis si près de décrocher le contrat Nike, Rosie. J'ai juste besoin d'un petit coup de pouce, juste pour 6 mois, jusqu'à ce que le contrat arrive. Je savais même alors qu'il n'y avait pas de contrat Nike. Mais ensuite, mes parents s'en étaient mêlés. C'est ton frère, Rosie, avait plaidé ma mère. Tu as tellement. Il a juste besoin d'un peu d'aide pour se remettre sur pied. C'est le travail de la famille de le soutenir. Alors, j'avais accepté. Pas pour Léo, mais pour le fantasme de la famille que j'aurais aimé que nous soyons. J'avais mis en place le virement bancaire automatique, et les 6 mois sont devenus 1 an, puis 2, puis 3. Chaque fois que j'essayais d'en parler, mes parents me coupaient la parole. Pas maintenant, Rosie. Il est sous tellement de stress. Tu peux te le permettre, ma chérie. Ce n'est pas grand-chose. 86 400 €. Ce n'était pas grand-chose. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone, qui avait recommencé à vibrer. Un nouveau texto de Léo. Léo, tu sais que je suis sur un bail, n'est-ce pas? Tu ne peux pas juste arrêter de payer. Tu as co-signé. Tu es autant dans le pétrin que moi. J'ai lu le texto et une prise de conscience lente et froide m'a envahi. Il avait raison. J'avais co-signé. Dans mon besoin idiot et désespéré d'harmonie familiale, je m'étais légalement lié à son irresponsabilité. Il pensait que c'était une menace. Il pensait m'avoir piégé. J'ai regardé le texto et pour la première fois de la soirée, j'ai senti un vrai sourire sinistre se dessiner sur mon visage. Il pensait que c'était son levier. Il pensait qu'il me rappelait ma prison. Il avait oublié une chose cruciale. Il avait oublié qui j'étais. Je n'étais pas une consultante en images de marque. J'étais une pharmacienne. Toute ma carrière était bâtie sur la précision, la documentation et la gestion des risques catastrophiques. Il pensait jouer aux dames. J'étais sur le point de préparer l'échiquier. Le lendemain matin du dîner, le silence de ma famille était assourdissant. Après la rafale de textos rageurs à 2 heures du matin et l'assaut manqué sur mon interphone, mon téléphone était devenu merveilleusement silencieux. C'était un lundi froid et gris, et alors que je me tenais dans ma cuisine, la lumière de l'aube filtrant, je ressentais un étrange sentiment de calme. L'adrénaline s'était estompée, laissant derrière elle une résolution dure et claire. Ils attendaient que je craque. Ils attendaient que la bonne fille soit consumée par la culpabilité et revienne en rampant avec des excuses et un chèque. Je sirotais mon café noir, mon esprit travaillant déjà, compartimentant. À l'hôpital, j'étais responsable des protocoles médicamenteux de centaines de patients. Je recoupais les dosages, vérifiais les interactions indésirables et suivais chaque règlement à la lettre. Mon travail consistait à trouver les erreurs. Mon travail consistait à voir les schémas que les autres manquaient. Au cours des 3 dernières années,
je n'avais intentionnellement pas appliqué cette logique à mon frère. Je m'étais forcé à une ignorance volontaire car regarder de trop près était trop douloureux. L'arrangement était une boîte noire. Je mettais 2400 € et en retour, je pouvais prétendre avoir une famille qui ne m'en voulait pas pour ma réussite. Mais Léo, dans son arrogance, venait de me donner la clé. Tu as co-signé. Il avait raison. Je l'avais fait. Et j'avais une copie de ce contrat de bail classé dans mon bureau. J'ai passé la journée à l'hôpital dans un état d'hyperconcentration. Tandis que mes mains distribuaient des médicaments et que ma voix consultait calmement les médecins, l'arrière de mon esprit construisait un dossier. Je voyais des parallèles partout. Un médecin prescrivant un médicament basé sur l'autodiagnostic d'un patient, et non sur les résultats de laboratoire. C'étaient mes parents qui croyaient à l'étiquette de génie créatif de Léo sans jamais demander de revenus. Un patient exigeant une dose plus élevée, prétendant que sa douleur était ingérable tout en montrant clairement des signes d'abus. C'était Léo avec ses voyages à Bali et sa synergie. J'étais la pharmacienne, et j'allais enfin examiner la prescription. Ce soir-là, je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas pris de bain. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai sorti le dossier Mani contenant le bail de mon classeur, et je me suis mis au travail. Le premier fil que j'ai tiré était le bail lui-même. J'avais co-signé. Oui, j'étais légalement responsable du loyer envers le propriétaire. Mais qu'en était-il de mon arrangement avec Léo? Il n'y avait pas de contrat. Il y avait seulement une chaîne de 3 ans de textos et de virements bancaires. Les textos de mes parents, cependant, étaient intéressants. Aide-le, Rosie. Sois une bonne sœur. Il te remboursera quand son entreprise décollera. C'était une affaire de famille. Et le texto de Léo de la nuit dernière, tu ne peux pas juste arrêter de payer, était un aveu que j'avais payé. Léo, ai-je réalisé, était le parfait fondateur de start-up. Il avait le charisme, les mots à la mode et une confiance inébranlable en son propre génie. Mes parents, Marc et Hélène, étaient ses parfaits investisseurs de premier tour. Ils n'investissaient pas d'argent. Ils n'en avaient pas. Ils investissaient mon argent. Ils étaient les facilitateurs, ceux qui voyaient ses échecs comme des pivots et sa paresse comme de l'idéation. Je me suis souvenu d'un Noël il y a 4 ans, avant que l'arrangement pour le loyer ne commence. Je venais de verser un acompte de 20% sur mon appartement. J'étais fier. J'avais économisé pendant des années. Au dîner, je l'avais mentionné. Mon père avait hoché la tête, distrait. C'est intelligent, Rosie. Très pratique. Plus tard, Léo était arrivé avec 2 heures de retard avec une excuse bidon concernant une urgence client. Il a ensuite tenu la cour pendant 1 heure sur sa nouvelle idée d'entreprise, une boîte d'abonnement pour des jouets pour chiens artisanaux. Mes parents étaient captivés. Tu vois, ça c'est de la vision, avait dit mon père en rayonnant vers Léo. Oh, ça a l'air merveilleux, Léo, s'était extasiée ma mère. Si créatif, Rosie. Tu ne trouves pas que ça a l'air créatif? J'avais regardé mon frère, qui n'avait pas eu de vrai travail depuis qu'il avait été licencié d'une agence de marketing 6 ans auparavant pour différences créatives, ce qui, j'ai appris plus tard, signifiait ne pas se présenter. J'avais regardé mes propres mains, calleuses après des années de travail, mon esprit las du volume de connaissances que je devais maintenir pour garder les gens en vie. Ça a l'air cher, avais-je dit. L'ambiance s'était immédiatement refroidie. Le visage de ma mère s'était crispé. Rosie, ne sois pas pessimiste. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. C'est vrai, avait ricané Léo. Mais qu'est-ce que tu connais au risque? Tu as eu un travail sûr et stable toute ta vie. Sûr? Stable? Comme si mon travail n'impliquait pas des calculs de vie ou de mort quotidiens. Comme si la sécurité que j'avais bâtie n'était pas le produit d'un travail acharné et épuisant. Mais dans le récit de ma famille, j'étais la vieille fille ennuyeuse et peu encline au risque. Léo était le visionnaire audacieux et créatif, et c'était la dynamique qu'il devait maintenir. Ma réussite n'était pas ma réussite. C'était le filet de sécurité de la famille. C'était la réserve de ressources qui permettait à Léo d'être le visionnaire. Mon rôle était d'être la banque, et mon paiement était la tape condescendante occasionnelle sur la tête. Jusqu'à la nuit dernière. La nuit dernière, la banque avait parlé, et la banque avait dit non. Maintenant assise à mon bureau, j'ai ouvert mon portail bancaire en ligne.
J'ai affiché l'historique des transactions des 36 derniers mois. Ligne par ligne, les virements ont peuplé l'écran. 2400 €. 2400 €. 2400 €. Une saignée régulière et implacable. 86 400 €. Mon téléphone, silencieux toute la journée, s'est soudainement allumé. Un nouveau texto. Ce n'était pas de ma famille. C'était d'un numéro inconnu. Est-ce Rosalie? C'est Amber. Je suis la petite amie de Léo. Il m'a dit ce que tu as fait. Tu dois arranger ça. Tu ne peux pas simplement détruire sa vie parce que tu es jalouse. Une petite amie. Léo n'avait jamais mentionné de petite amie. J'ai regardé le nom. Amber. Une recherche rapide sur les réseaux sociaux et le voilà. Léo. Pas sur sa propre page professionnelle clairsemée, mais sur la page scintillante et soignée d'une certaine Amber Lux Travel. Et les photos, oh, les photos. Il y avait Léo à Santorin, levant un verre de cocktail. Léo sur un télésiège à Aspen. Léo et Amber s'embrassant devant un restaurant cher à New York. Daté d'il y a seulement 3 semaines. Mon sang ne s'est pas seulement glacé, il a gelé. Bali n'était pas un voyage de réseautage. C'était des vacances. Ses batteries créatives étaient rechargées par mes gardes de 12 heures à l'hôpital. La synergie dont il était si friand, c'était moi faisant des heures supplémentaires pendant que lui et Amber menaient une vie que je ne pouvais même pas rêver de me permettre. Et elle avait l'audace de me traiter de jalouse. J'ai pris une lente et profonde inspiration. L'enquête ne faisait que commencer. Il avait oublié la chose la plus cruciale à mon sujet. Je suis une pharmacienne. J'ai vérifié les reçus. Tous. Ma transformation de victime passive à stratège active n'a pas été une explosion soudaine. C'était une titration lente et froide. C'était le processus précis et méthodique d'ajouter une goutte de preuve à la fois jusqu'à ce que toute la solution change de couleur. Le texto d'Amber était la dernière goutte. La jalousie que je ressentais n'était pas pour elle ou pour la vie fabriquée de Léo. C'était une rage froide et dure face à l'audace de l'arnaque. Ma nature méticuleuse, le trait même que ma famille tournait en ridicule comme ennuyeux et rigide, était maintenant ma plus grande arme. Pendant les 3 jours suivants, j'ai mené une double vie. Le jour, j'étais Rosie, la pharmacienne en chef, gérant les stocks, consultant sur des cas complexes et formant de nouveaux résidents. Mes collègues n'ont rien remarqué, sauf peut-être que j'étais encore plus concentré que d'habitude. La nuit, j'étais Rosie, la comptable judiciaire. Mon levier, ai-je réalisé, n'était pas seulement les relevés bancaires. C'était le bail. Le texto de Léo avait été une menace, mais il avait mal compris le champ de bataille. En tant que co-signataire, je n'étais pas seulement une garante. J'étais une locataire légale. J'avais des droits. Le mardi soir, j'ai appelé la société de gestion immobilière de son immeuble. Bonjour, ai-je dit, ma voix vive et professionnelle. Mon nom est Rosalie et je suis l'une des titulaires du bail pour l'unité 12B. Je mets à jour mes dossiers financiers pour mon comptable et il semble que j'ai égaré les derniers relevés de charges. Pourriez-vous m'envoyer une copie du registre des paiements des 12 derniers mois? La femme à l'autre bout du fil a été heureuse de m'aider. Bien sûr, madame. Je vous vois ici. Oui, Rosalie. Je peux vous envoyer ça par courriel tout de suite. Juste pour confirmer, l'adresse courrielreos.org est-elle toujours correcte? C'est bien celle-là. Merci beaucoup. Le courriel est arrivé 5 minutes plus tard. J'ai ouvert le PDF et mon souffle s'est coupé. Le loyer, mes 2400 €, était payé à temps chaque mois. Pas de surprise là. C'était mon virement automatique. Mais les autres charges, les services publics, les frais de garage, les frais d'agrément, étaient une autre histoire. Mars, frais de retard appliqués 75 €. Avril, frais de retard appliqués 75 €. Mai, dernier avis 150 €. Il était en défaut de paiement. Même avec moi payant sa plus grosse dépense, il n'arrivait toujours pas à gérer son argent. Mes 2400 € ne l'aidaient pas à se remettre sur pied. C'était la fondation massive et stable qui lui permettait d'être imprudent avec tout le reste. Le piège n'était pas seulement de lui couper les vivres. Le piège était de comprendre toute l'étendue de sa dépendance. Ensuite,
je me suis tourné vers son entreprise. Léo Créative, comme l'appelait son site web. Il était élégant, minimaliste et plein de graphiques et de logos impressionnants pour des marques dont je n'avais jamais entendu parler. Une agence de conseil en images de marque et synergie à service complet, disait la biographie. J'ai fait un clic droit sur l'un des logos clients. Rechercher l'image avec Google. Mon estomac s'est noué. Le logo n'était pas de lui. C'était une image de banque provenant d'un modèle de conception. J'en ai vérifié un autre, puis un autre. Ils provenaient tous du même modèle de site web à 50 €. Tout son portfolio était un faux. Il n'était pas un designer graphique indépendant. Il était un homme avec un site web. Mon enquête ne portait plus sur l'argent que j'avais perdu. C'était parti. Il s'agissait de la vérité. Ma famille avait construit un récit autour d'un mensonge, et j'étais la méchante pour l'avoir percé. Maintenant, j'allais le démanteler pièce par pièce, avec des preuves documentées. Le compte de médias sociaux Amberlux Travel était une mine d'or. Il était public. C'était une influenceuse, ce qui semblait signifier qu'elle prenait des photos de choses chères. Et là, dans des dizaines de photos, se trouvait Léo. Amberlux Travel, 14 février. Il m'a surprise avec un week-end à New York. Tellement béni d'avoir un homme qui travaille si dur et me gâte. La photo les montrait sur un bar sur le toit, la neige poudrant l'horizon. J'ai recoupé la date avec mon relevé bancaire. 12 février. J'avais fait une double garde ce week-end-là pour couvrir un collègue qui avait la grippe. Amberlux Travel, 20 mars, Aspen était un rêve. Léo est un naturel sur les pistes, bien sûr. Mars, le même mois où il avait reçu des frais de retard pour ses charges. J'ai sauvegardé chaque photo. J'ai fait une capture d'écran de chaque publication. J'ai créé un nouveau dossier sur mon ordinateur portable et l'ai simplement intitulé reçu. La dernière pièce du puzzle est arrivée le jeudi. Ma mère, n'ayant reçu aucune réponse de ma part depuis 4 jours, a changé de tactique. Elle a envoyé un texto qui était, pour elle, le summum de la diplomatie. Maman, Rosie, ma chérie, nous sommes tous très contrariés. Cela a assez duré. Ton père et moi voulons avoir une vraie réunion de famille dimanche, juste pour parler. S'il te plaît, viens. Tu nous manques. Une réunion de famille. Je savais exactement ce que c'était. Ce n'était pas une discussion. C'était une embuscade. C'était la partie du rituel où le membre égaré, moi, était ramené au bercail, gentiment réprimandé et rappelé à ses responsabilités. C'était la réunion où je serais manipulé émotionnellement, culpabilisé et pressé jusqu'à ce que j'accepte de rouvrir le robinet financier pour le bien de la famille. La dernière fois, j'aurais redouté cela. J'aurais été malade d'anxiété. Cette fois, je me sentais préparé. J'ai répondu par un seul mot. D'accord. J'ai passé les 2 jours suivants à me préparer pour cette réunion avec la même intensité que j'utilisais pour me préparer à un examen d'accréditation hospitalière. Je n'avais pas seulement des données, j'avais une présentation. J'ai imprimé le registre des charges criblé d'avis de retard. J'ai imprimé la comparaison côte à côte du portfolio de Léo et du modèle de site web d'où il provenait. J'ai imprimé en couleur haute résolution les publications sur les réseaux sociaux d'Amber, avec les dates. Je les ai toutes placées dans un élégant classeur noir. J'ai créé une page de résumé, une feuille de calcul détaillant les 86 400 € que j'avais payés, et à côté, une colonne estimant le coût de ces voyages de style de vie. Mon père était professeur d'histoire. Il respectait les sources primaires. Ma mère était administratrice. Elle respectait l'organisation. J'étais pharmacienne. Je respectais les preuves. Je n'étais plus la ratée passive et solitaire. J'étais celle qui avait lu les petits caractères, et j'étais sur le point d'entrer dans cette réunion de famille et de livrer un diagnostic clinique, dévastateur et irréfutable. Je suis entré chez mes parents ce dimanche en me sentant comme une personne différente. L'anxiété familière qui s'installait habituellement dans mon estomac avait disparu, remplacée par un pouls froid et régulier. Je n'étais pas ici en tant que fille. J'étais ici en tant qu'auditrice. Je portais mon grand sac de travail, le classeur noir bien rangé à l'intérieur. Ils m'attendaient tous dans le salon, un tableau parfait d'une intervention familiale. Ma mère, Hélène, était assise sur le canapé,
tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir. Mon père, Marc, se tenait près de la cheminée, les bras croisés, essayant d'avoir l'air sévère et patriarcal. Et Léo, il était perché sur le bord du fauteuil, affectant un air d'incompréhension blessée mais courageuse. Il ressemblait à un homme sur le point d'accepter un prix, pas à un homme qui avait été démasqué comme une sangsue. « Rosie, tu es en retard, a dit mon père, la voix sèche. Ma garde s'est prolongée, ai-je dit, ce qui était vrai. J'ai posé mon sac fourre-tout par terre à mes pieds en m'asseyant sur la seule chaise en face d'eux, la chaise du bourreau. Vous vouliez parler. Ma mère s'est mise en mouvement, le mouchoir volant à son visage. Oh, Rosie, comment as-tu pu, devant tout le monde, dire une chose si privée? Ton frère, mon Dieu, nous avons à peine réussi à le faire manger toute la semaine. Il a été si bouleversé. J'ai regardé Léo. Il me semblait en parfaite santé, bien qu'un peu pâle. Il portait un pull en cachemire d'aspect neuf. Je suis dévasté, Rosie, a dit Léo, sa voix calme et rauque. Il était bon. Je devais lui accorder ça. Juste pris au dépourvu. Je pensais que tu me soutenais. Je pensais que tu croyais en ma vision. Je soutenais ton loyer, Léo, ai-je dit, ma voix égale. La croyance est une autre catégorie. Il ne s'agit pas de l'argent, Rosalie, a tonné mon père en s'avançant. Était-il en difficulté, papa, ai-je interrompu. Mon père s'est arrêté, déstabilisé par la question. Bien sûr, il était en difficulté. Essayer de lancer une entreprise est la chose la plus difficile qu'une personne puisse faire. Cela demande du cran. Cela demande des sacrifices. Vraiment, ai-je demandé. Je me suis penché en avant, mes mains joignant mes genoux. C'est drôle. Ma version du sacrifice a été de travailler 60 heures par semaine, y compris les jours fériés, pour gérer les médicaments de toute une aile d'oncologie. La version de Léo de la difficulté semble impliquer un voyage de ski à Aspen. La pièce est devenue silencieuse. Les yeux de Léo se sont écarquillés. Le premier vacillement de panique véritable. Quoi? De quoi tu parles? Aspen, ai-je répété. En mars. Ça avait l'air charmant. Et New York en février pour la Saint-Valentin. Ce bar sur le toit avait l'air très cher. As-tu beaucoup synergisé lors de ces voyages, Léo? Ma mère avait l'air confuse, se tournant vers Léo. New York? Léo, tu nous as dit que tu étais à une conférence de design à Poughkeepsie. Elle est folle, a balbutié Léo, son masque d'artiste blessé glissant. Il m'a jeté un regard de pur venin. Elle me harcèle. Tu me harcèles, Rosie. C'est ce que tu fais. Fouiller dans ma vie privée parce que tu es si amère et jalouse que je sois dans une relation heureuse et pas toi. Ah, oui, Amber, ai-je dit en hochant la tête. La blogueuse de voyage de luxe. Celle qui m'a traité de jalouse. Non, Léo, je ne te harcèle pas. Les réseaux sociaux de ta petite amie sont publics. Toi, par contre, tu es un fraudeur. Ça suffit, a crié mon père, son visage devenant d'un rouge profond et colérique. Tu ne viendras pas dans cette maison traiter ton frère de fraudeur. C'est un designer talentueux. Il a un portfolio de clients. Vraiment, ai-je demandé, ma voix toujours calme. J'ai plongé la main dans mon sac fourre-tout. Parce que c'est là que ça devient intéressant. J'ai sorti le classeur noir. Le bruit sourd qu'il a fait en le posant sur la table basse a été le son le plus fort dans la pièce. Ma mère l'a fixé comme si c'était un serpent. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-elle murmuré. Ceci, ai-je dit en ouvrant la couverture, c'est ma diligence raisonnable. L'audit que j'aurais dû faire il y a 3 ans. J'ai tourné le classeur pour leur faire face. La première page était la feuille de calcul. Mes 86 400 € de paiement d'un côté. De l'autre, une liste de dates et de lieux. Aspen, New York, Santorin, restaurant 3 étoiles Michelin. Rosie, c'est insensé, a dit Léo, essayant d'en rire, mais sa voix était une octave trop haute. J'ai des clients. Je fais des dîners de clients. Tu en fais, ai-je convenu. Mais tu n'as pas de portfolio. J'ai tourné la page. Ceci est ton site web. Et ceci, j'ai tapoté la page adjacente, et le modèle à 50 € que tu as acheté. Tu vois,
le logo est le même. Aperture Design, Zenith Solutions. Tu les as juste copiés et collés, Léo. Tu n'as même pas pris la peine de changer le texte de remplissage sur 2 des pages. Mon père, l'historien, s'est penché, ses yeux balayant les pages. Il reconnaissait les sources primaires quand il envoyait. Il a levé les yeux vers Léo, son expression n'étant plus colérique, juste vide. Léo, a demandé mon père, qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste un substitut. Tous les designers font ça, a insisté Léo, mais la sueur perlait sur son front. Tu ne comprends pas l'industrie. Je comprends l'industrie de la location, par contre, ai-je continué, implacable. J'ai tourné à la section suivante. Ceci est le registre des paiements de ton immeuble, celui pour lequel j'ai co-signé. Chose amusante, même avec moi payant tes 2400 € de loyer chaque mois, tu as été en retard sur tes charges et frais de parking 6 fois l'année dernière. Tu accumules les frais de retard, Léo. Tu ne te bats pas pour construire une entreprise. Tu es juste irresponsable. Ma mère a émis un petit son blessé. Elle regardait Léo, ses yeux le suppliant de nier. Mais Léo fixait juste les papiers, son visage pâle et moite. Et enfin, ai-je dit, en me tournant vers la dernière section, la plus colorée, le dossier Amberlux Travel. J'ai étalé les impressions une par une sur la table basse. Léo à Aspen, Léo à New York, Léo à Santorin, souriant, tenant un verre de vin, le soleil se couchant derrière lui. Tu as voyagé, a murmuré ma mère, sa voix se brisant. Tu nous as dit que tu vendais ta vieille voiture pour payer cette mise à niveau de serveur. Les mensonges s'effilochaient tous, s'emmêlant en un tas sur la table. La réunion de famille ne se déroulait pas du tout comme ils l'avaient prévu. L'intervention avait été retournée contre eux. Léo a finalement craqué, mais ce n'était pas un effondrement de culpabilité. C'était une explosion de rage. Toi, a-t-il soudainement crié, se levant et pointant un doigt tremblant vers moi. C'est toi qui as fait ça. Toi. Toi, rabat-joie, amer. Tu ne supportais pas de me voir heureux. Tu as toujours été jalouse de moi, toujours. Parce que c'est de moi que maman et papa sont fiers. C'est moi qui ai du talent. Tu n'es qu'une. Une pousseuse de pilules. Une simple commis. Il respirait fort, son visage marbré. Je n'ai pas bronché. Je l'ai juste regardé, mon expression calme. Tu as raison, Léo, ai-je dit. Je suis une pousseuse de pilules, et cette commis est la seule personne qui a empêché toute ta fausse vie de s'effondrer. Tu penses que je suis la ratée? Je me suis levé, fermant le classeur. Tu as 30 jours, ai-je dit, ma voix aussi stérile qu'une salle d'opération. Le bail se termine à la fin du mois prochain. Je ne renouvellerai pas la co-signature et je ne paierai pas un centime de plus. Tu me traites de jalouse. Tu me traites de ratée. Tu es un homme de 38 ans qui a vécu un mensonge financé par sa sœur. Tu n'es pas un consultant en image de marque. Tu es un escroc, et la supercherie est terminée. J'ai laissé le classeur sur la table. Une dernière source primaire à examiner pour mon père. J'ai ramassé mon sac et je me suis dirigé vers la porte. Le son du premier vrai sanglot de ma mère me suivant dans le couloir. Le classeur était une bombe. Je le savais. Mais j'avais sous-estimé le rayon de l'explosion, ou peut-être la pure densité tenace du déni de ma famille. Le silence a duré 2 jours. Puis le désespoir a commencé. Ce n'est pas Léo qui a appelé. C'était mon père. Sa voix au téléphone n'était pas la voix du patriarche tonitruant de l'intervention. C'était la voix stridente et hésitante d'un homme qui avait vu les preuves mais ne pouvait accepter le verdict. Rosie, a-t-il commencé, sa voix rauque. Pleurer à propos de quoi, papa? Des mensonges ou du fait que l'argent a disparu? Ce n'est pas juste, a-t-il dit. Mais il n'y avait aucune conviction. C'est ton frère. Il a fait des erreurs. Il s'est laissé déborder. Cette fille, Amber, elle est une mauvaise influence. Elle a profité de sa bonne nature. J'ai failli rire. Sa bonne nature? Papa, c'est lui qui profite. Il nous a tous menti. Il t'a menti. Ça ne t'importe pas? Ce qui nous importe, a-t-il dit, sa voix se durcissant légèrement, c'est que sa vie est sur le point d'être ruinée. Il va être expulsé.
Ça va détruire sa réputation. Sa marque. Sa marque est un modèle de site web à 50 €, ai-je rétorqué, et il ne va pas seulement être expulsé. J'ai parlé au propriétaire ce matin. Ceci, je l'avais gardé. C'était le coup de maître sur lequel mon esprit pharmaceutique avait travaillé. Qu'est-ce que tu veux dire? A demandé mon père, une nouvelle note d'alarme dans sa voix. En tant que co-signataire, je suis une locataire légale. J'ai demandé une inspection de l'unité. J'ai cité des inquiétudes concernant de possibles violations du bail. Le gérant de l'immeuble a fait une visite hier. Tu as fait quoi? Ils ont trouvé plusieurs violations. Les commodités pour lesquelles il accumulait des frais de retard. C'était pour un box de stockage non autorisé au sous-sol et une place de parking supplémentaire qu'il sous-louait à quelqu'un d'autre pour de l'argent. Les deux sont des violations du bail. Ils ont également trouvé des preuves de la résidence de sa petite amie, ce qui est une autre violation. Mon père était sans voix. La direction immobilière résilie le bail, ai-je dit, ma voix dénuée d'émotion. Il lui signifiait un avis d'expulsion demain. Il a 10 jours pour quitter les lieux. 10 jours, a presque hurlé mon père. Rosie, tu ne peux pas. Où ira-t-il? Il sera à la rue. Il peut aller à Bali, ai-je dit. Ou il peut aller à Aspen. Ou il peut venir vivre ici dans votre chambre d'amis. Mais il ne reste pas dans cet appartement à mes frais ou sur mon crédit un jour de plus. J'ai déjà payé les frais de résiliation finaux juste pour que mon nom soit retiré et pour éviter un jugement d'expulsion sur mon dossier. Tu l'as piégé, a murmuré mon père, horrifié. Non, papa. Il s'est piégé tout seul. J'ai juste lu le contrat. Quelque chose qu'aucun de vous n'a jamais pris la peine de faire. J'ai raccroché le téléphone. Le désespoir, je le savais, allait maintenant escalader en panique. Léo ne perdait plus seulement son argent de poche. Il perdait son domicile. Le téléphone a sonné à nouveau presque instantanément. Cette fois, c'était Léo. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Son message était un chef-d'œuvre de rage narcissique. Toi. Je vais te poursuivre en justice, a-t-il hurlé dans le téléphone, sa voix se brisant. Un avocat? Bien. J'espérais qu'il en avait un. La confrontation finale a eu lieu 2 jours plus tard. Il n'est pas venu seul. Il a amené ma mère, comme un bouclier humain. Ils se sont présentés à mon appartement sans prévenir, juste au moment où je rentrais de ma garde. Ils ont dû attendre dans le hall, car à l'instant où j'ai passé mon badge, ils étaient là, se poussant dans l'ascenseur avec moi. Tu dois arrêter ça, Rosie, a dit ma mère, ses yeux rouges et gonflés. Elle avait l'air épuisée. Il n'y a rien à arrêter, maman. C'est fait. Le bail est résilié. Il sera sans abri. Il a 38 ans, maman. Il peut trouver un travail. Il peut trouver un colocataire. Il peut rester sur votre canapé. Ce sont des choses que les adultes normaux font. Nous avons pris l'ascenseur dans un silence étouffant. Quand nous sommes arrivés à mon étage, Léo, qui avait vibré d'une rage silencieuse, a finalement parlé. Tu te crois si maligne? A-t-il sifflé alors que je déverrouillais ma porte. Tu crois que tu as gagné? Tu as toujours été comme ça. Juste parce que tu es bonne pour mémoriser des choses, tu te crois meilleure que moi. Je me suis retourné pour lui faire face sur mon seuil. Je ne me crois pas meilleur que toi, Léo. Je sais que je suis plus responsable que toi. Je sais que je travaille plus dur que toi, et je sais que je ne suis pas une menteuse. Il te remboursera, a crié ma mère en attrapant mon bras. N'est-ce pas, Léo? Tu la rembourseras jusqu'au dernier centime. Juste. Appelle le propriétaire. Dis-leur que c'était une erreur. Donne-lui une autre chance. Elle le regardait désespérément, le suppliant de jouer le jeu, de dire les mots magiques qui arrangeraient tout. Léo a juste ricané. La rembourser avec quoi? Elle vient de détruire toute mon entreprise. C'est elle qui devrait me payer des dommages et intérêts. Le visage de ma mère s'est décomposé. C'était la première fois, je crois, qu'elle le voyait vraiment. Pas le garçon créatif, pas le visionnaire, mais l'homme vide et prétentieux qu'il était devenu. Elle lui avait offert la bouée de sauvetage parfaite, celle qui aurait fait appel à mon sens de la justice, et il avait craché dessus.
Il a raison, maman, ai-je dit, ma voix s'adoucissant en la regardant. Il n'a aucune intention de me rembourser. Il ne l'a jamais eu. Je regardais par-dessus elle mon frère. Tu ne poursuis personne en justice, Léo. Tu n'as pas d'avocat, et tu n'as pas de dossier. Tu as 10 jours. Je te suggère de passer moins de temps à me menacer et plus de temps à faire tes cartons. Et Amber, ai-je ajouté, incapable de résister. Je lui ai envoyé un courriel depuis mon compte de l'hôpital. J'ai joint le contrat de bail et l'avis de résiliation. Je voulais juste m'assurer qu'elle, en tant que cohabitante, était pleinement consciente de la situation. C'est drôle, elle n'a posté aucune mise à jour de Luxe Travel et depuis 48 heures. Le visage de Léo est passé du rouge au blanc fantomatique. C'était enfin le coup qui a porté. L'humiliation publique, la perte de son public. Tu n'as pas fait ça, a-t-il murmuré. Je l'ai fait. Maintenant, s'il vous plaît, sortez de mon couloir. Ma mère, pour la première fois de ma vie, ne l'a pas défendu. Elle l'a juste regardé, son visage un masque de profonde déception, puis s'est retournée et est repartie vers l'ascenseur sans un mot. Léo, vaincu et dégonflé, n'a eu d'autre choix que de suivre. Les 10 jours sont passés dans un flou de silence. Ma famille, pour la première fois, semblait retenir son souffle. Je m'attendais à moitié à une autre embuscade, une autre série d'appels désespérés, mais il n'y a rien eu. C'était comme si une tempête était passée, et j'étais dans l'œil étrange et calme du cyclone. J'ai utilisé ce temps pour finaliser la résiliation. J'ai signé les derniers papiers, payé les pénalités, et reçu une confirmation légale du groupe immobilier que Rosalie n'était plus associée à l'unité 12B. Le poids qui s'est soulevé de mes épaules était si profond que j'ai failli pleurer de soulagement dans la voiture. Puis, 2 semaines après l'expulsion, mon père a appelé. Sa voix était différente. Elle était plate, lourde. « Rosie, a-t-il dit, ta mère et moi faisons un petit dîner dimanche. » Pas comme avant. Juste un dîner. Et Léo sera là. Nous devons parler en famille, correctement cette fois. J'ai hésité. Papa, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. S'il te plaît, a-t-il dit. C'était la première fois que j'entendais mon père supplier. Il y a des choses qui ont été décidées. Nous voulons juste que tu sois là. Une partie de moi criait de ne pas y aller. Mais une autre partie, plus curieuse, la partie qui avait compilé le classeur, avait besoin de voir la résolution. J'avais besoin de voir les données finales. D'accord, papa. Je serai là. Je suis arrivé dimanche. La maison était calme. Ma mère était dans la cuisine, mais elle ne s'affairait pas. Elle remuait juste une casserole. Ses épaules étaient affaissées. Quand elle m'a vu, elle m'a fait un sourire faible et larmoyant et a hoché la tête vers le salon. Mon père était sur le canapé. Et Léo. Léo était assis dans le fauteuil, celui dans lequel il se prélassait toujours, mais il ne se prélassait pas. Il était assis droit comme un piquet, fixant ses mains. Il portait une chemise à boutons mal ajustés et avait l'air de ne pas avoir dormi. Je me suis assise sur la même chaise qu'avant. Cette fois, je n'ai apporté aucun classeur. Je n'avais plus de preuves à présenter. Mon père s'est éclairci la gorge. Eh bien, il est là. Regardez Léo. Son étincelle créative avait disparu. Son charme avait disparu. Il avait l'air petit. Léo est resté avec nous ces 2 dernières semaines, a commencé mon père, sa voix un monotone sourd comme s'il lisait un rapport d'histoire. Dans la chambre d'amis. Ma mère est venue se tenir dans l'embrasure de la porte, tordant un torchon. Sa petite amie, Amber, n'est plus dans le tableau, a continué mon père. Et son entreprise. Elle n'existe plus, a dit Léo, sa voix plate. Le site web est hors ligne. Tout. Es-tu contente, Rosie? Tu as gagné. Tu as tout fait exploser. Je l'ai juste regardé. Il n'y avait rien à faire exploser, Léo. C'était un château de cartes. Une légère brise aurait fait la même chose. Tu appelles ça une légère brise, a-t-il rétorqué, un éclair de l'ancienne colère. Je suis ruiné. Non, a dit ma mère, sa voix étonnamment ferme. Elle est entrée dans la pièce. Tu n'es pas ruiné, Léo.
Tu es juste au début. Je l'ai regardée, surprise. Elle s'est tournée vers moi. Rosie, ce que tu as fait était dur. C'était dur pour nous à voir. Mais ce classeur que tu as laissé, ton père et moi, nous l'avons lu. Nous avons tout lu. Les photos, le site web, les frais de retard. Mon père a hoché la tête, son visage sombre. Nous avons été des imbéciles, Rosie. Nous étions si fiers de sa vision. Nous n'avons jamais regardé les faits. Nous voulions tellement y croire. Nous l'avons encouragé, a dit ma mère, les larmes montant à ses yeux. Nous t'avons poussé à l'encourager, et ça. C'était mal. Nous sommes vraiment désolés, Rosie. J'étais si stupéfaite que je ne pouvais pas parler. C'était le seul résultat que je n'avais jamais, dans toute ma planification méticuleuse, envisagé. Des excuses. Alors, a dit mon père, prenant une profonde inspiration et se levant. Nous avons un plan. Ta mère et moi, nous avons dit à Léo. Les choses vont. Oh, changer. Léo s'est visiblement tendu. La tête de Léo s'est relevée d'un coup. Un secrétaire dans un lycée? Papa, non, c'est indigne de moi. Rien n'est indigne de toi en ce moment, mon fils, a dit mon père, sa voix dure comme le fer. Tu iras. Tu seras à l'heure. Et tu travailleras. Deuxièmement, tu nous paieras, à ta mère et à moi, un loyer pour la chambre d'amis. Un montant modeste, mais il sera payé. Et troisièmement, a ajouté ma mère, tu rembourseras Rosie. Léo s'est levé. C'est ridicule. Je ne vais pas. Tu le feras, a commandé mon père. Et pour la première fois, j'ai entendu une réelle autorité dans sa voix. Nous avons calculé ce que tu dois. Pas la totalité des 86 000 euros. Nous savons que c'est. C'est trop. Mais tu la rembourseras pour la dernière année et pour les pénalités qu'elle a payées pour retirer son nom de ce bail. Le total est de 30 800 euros. 30? Léo avait l'air d'aller être malade. Nous rédigeons un plan de remboursement légal formel, a dit mon père. 100 euros par mois sur ton nouveau salaire. Ça te prendra. Eh bien, ça te prendra beaucoup de temps, mais tu le feras. Tu le feras pour montrer du respect à ta sœur et tu le feras pour nous montrer que tu es en fait un homme et non l'enfant que nous avons traité comme tel. L'épreuve de force n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Ce n'était pas moi contre eux. C'étaient mes parents qui prenaient enfin leurs responsabilités. Léo m'a regardé, les yeux pleins de haine. Il cherchait une échappatoire, un moyen de se sortir de là par le charme. Il a regardé ma mère, qui a juste secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues. Il a regardé mon père, qui se tenait comme une statue. La pièce était silencieuse. Le rôti de bœuf, que je pouvais sentir depuis la cuisine, était probablement sec. Finalement, les épaules de Léo se sont affaissées. Le dernier souffle d'air est sorti de lui. Il s'est laissé retomber dans le fauteuil, le combat disparu. Très bien, a-t-il murmuré. Peu importe. Très bien. Mon père a hoché la tête une fois, sèchement. Bien. Rosie. Est-ce que ce sera acceptable pour toi? J'ai regardé mon frère, cet homme de 38 ans dégonflé. J'ai regardé mes parents, qui avaient l'air plus âgés que je ne les avais jamais vus. Je n'allais pas récupérer mes 86 000 euros, mais je récupérais quelque chose que je pensais perdu à jamais. Oui, papa, ai-je dit. C'est acceptable. J'ai réalisé à ce moment-là que ma vie de raté, mon appartement calme, mon travail exigeant, mon statut de célibataire, était ma forteresse. C'était ma réussite. C'était ma paix. Et je venais de défendre ses frontières. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Le paiement de 100 euros est arrivé sur mon compte bancaire le 1er du mois, exactement comme promis. C'était une goutte d'eau comiquement petite dans l'océan de ce qui m'était dû. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était le point de données. C'était la preuve d'un nouveau protocole. Léo, d'après ce que j'ai entendu, était misérable. Ma mère, lors d'un appel téléphonique prudent, m'a dit qu'il s'adaptait. Il détestait l'heure de début à 8 heures du matin. Il détestait les lumières fluorescentes.
Il détestait recevoir des ordres du directeur de l'école. Il était, pour la première fois de sa vie d'adulte, responsable devant quelqu'un d'autre que lui-même. Sa marque était maintenant un badge nominatif qui disait « Léo, administration ». Mes parents et moi avons commencé une nouvelle relation timide. Nous nous sommes rencontrés pour un café, pas pour un dîner. Nous nous sommes rencontrés en terrain neutre. Nous avons parlé de mon travail. Vraiment parlé. J'ai expliqué les protocoles d'oncologie, les nouveaux médicaments expérimentaux. Ils ont écouté, leur visage un mélange d'admiration et, je pense pour la première fois, de respect sincère. Ils m'ont parlé de leur projet de retraite. Ils ne mentionnaient pas Léo à moins que je ne le demande. Et quand je le faisais, les rapports étaient brefs. Il classait ses papiers à temps. Il équilibrait le budget du papier pour photocopieuse. Le récit familial, si ancré pendant des décennies, avait finalement été réécrit. Je n'étais plus l'utilitaire ennuyeux. J'étais celle qui avait vu la vérité, et à leur manière, ils en étaient reconnaissants. 6 mois après le classeur, j'étais à mon bureau à l'hôpital en train de finaliser les rapports de fin de trimestre lorsque j'ai reçu une alerte. C'était un virement bancaire. Pas les 100 € attendus de Léo, mais un nouveau de 5 000 €. Le mémo disait « un acompte ». Papa. Je l'ai appelé, confuse. Papa, qu'est-ce que c'est? C'est de. Eh bien, c'est de ta mère et moi, a-t-il dit, sa voix calme. Nous avons réévalué nos finances. Nous avons vendu la vieille argenterie de ta grand-mère, le service que nous gardions pour Léo. Ce n'est pas grand-chose, pas comparé à des biens, mais nous voulions. C'est un début. Je tenais le téléphone, les larmes montant à mes yeux. Papa, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si, nous le sommes, Rosie, a-t-il dit fermement. Nous étions des investisseurs dans son fantasme. Nous avons une dette envers toi aussi. Nous sommes une famille. Nous sommes censés en être une vraie. J'ai finalement utilisé l'argent que j'avais économisé. L'argent qui avait été autrefois destiné au loyer de mon frère, et maintenant l'argent que mon père avait envoyé. J'ai réservé un voyage. Ce n'était pas à Bali, et ce n'était pas à Aspen. C'était un voyage en solo de 2 semaines au Japon, un endroit que j'avais toujours rêvé de voir. Je suis allé dans des temples silencieux. J'ai mangé une nourriture incroyable. J'ai marché à travers des forêts de bambou, mon esprit merveilleusement, heureusement vide de protocoles et de drames familiaux. J'étais seul, et ce n'était pas solitaire. C'était paisible. J'ai envoyé une carte postale de Kyoto à mes parents. Ma mère m'a envoyé une photo en réponse. C'était Léo, debout à côté de mon père, tous deux tenant des râteaux. Il ramassait les feuilles dans le jardin de mes parents. C'était une scène domestique simple, mais pour moi, elle était révolutionnaire.